Bon, on va commencer. Bonjour tout le monde et une belle assemblée, une salle pleine. Super pour relancer notre série de conférences du CEF. Bonjour, mon nom est Marc Mazra, je suis directeur du Centre d'études de la forêt du pôle de l'Université Laval. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter un collègue puis un voisin de bureau, Olivier Villemer-Côté, qui est un produit de l'Université Laval et de UBC aussi. Il a fait un postdoc à l'UQAM et l'UQO récemment avant d'arriver ici comme professeur en sylviculture. On est très content de l'accueillir aujourd'hui. Puis il est nouvellement membre du CEF comme chercheur associé. Puis je t'invite à parler de tes expériences puis de ce que tu veux nous montrer, que tu veux faire dans les prochaines années. Fait que je suis très content de t'accueillir aujourd'hui. Puis merci de faire partie de la famille du CEF. En parenthèse, pour des chercheurs qui sont intéressés à joindre le CEF, vous pouvez nous contacter. On est une belle famille, plein d'avantages. Ça nous fera plaisir de vous accueillir. Donc, merci. Salut. Merci d'être là. Je reconnais plein de faces. La moitié du département de biologie. Ça me touche. Oui, donc, salut. Je me rends compte que mon titre suggère que je vais vous présenter comme plein de... C'est assez fort, le volume? Oui, c'est bon. Que je vais vous présenter plein de résultats vraiment nouveaux, récents, très cool, mais rassurez-vous, il va y avoir absolument aucun résultat, en fait. Ça va être très prospectif. Je vous montre un peu sur quoi j'ai l'intention de travailler dans les prochaines années, là, comme nouveau membre associé du CEF, comme nouveau prof. Donc, voilà. Mon parcours, en bref, Marc l'a dit rapidement, là, mais j'ai commencé en fait mes études ici, biologie à l'Université Laval. J'étais pas sûr de mes affaires, j'étais allé en foresterie à l'Université Laval, j'étais pas sûr de mes affaires, j'étais allé dans l'Ouest canadien à University of British Columbia, c'est là que j'ai terminé mon bac en foresterie. Ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie forestière sur la côte ouest pendant une année. Et par la suite, je suis revenu ici pour faire maîtrise, doctorat en foresterie, ici même, en co-direction d'ailleurs avec Jean-Pierre en arrière, là, en biologie. J'étais encore pas sûr de mon affaire. Donc c'est ça, je suis produit de l'Université Laval, puis je suis comme un produit de plein de places différentes, fait que je pense que c'est le fun. Donc voilà. Pendant ce temps-là, j'ai aussi fait un stage en Australie, ça m'a un peu ouvert les horizons. J'ai fait un stage de 6 mois de recherche sur la restauration des paysages forestiers. J'ai travaillé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un projet aussi en Tanzanie, donc super intéressant. Et après mon doctorat, comme Marc disait, je suis allé faire un bref postdoc à l'ISFOR, donc à l'UQO, dans le laboratoire de Christian Messier. Et depuis la fin de l'été, je suis professeur adjoint ici au département en sylviculture. Puis, comme tout bon étudiant, quand j'ai commencé mon parcours, je pensais que tout était clair, limpide et évident, puis que je comprenais la patente. Donc, quand j'ai commencé ma maîtrise, j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat sur les enjeux de régénération du tuya occidental. Puis après ma base, c'est assez simple, là. C'est une espèce que les herbivores aiment manger, surtout le cerf. Si le cerf mange le tuya ne peut pas pousser. C'est facile, je pensais qu'on s'enlignait là-dedans. Finalement, de 2015 à 2020, c'est quand j'ai fini ça, 2023, j'ai passé un petit bout à regarder ça, je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué. Donc moi, je m'insérais dans une dynamique écologique un peu pas mal plus complexe que simplement un herbivore qui mange une plante. J'étais dans des forêts mélangées avec plusieurs espèces où on a des perturbations naturelles qui arrivent. Dans mon cas, c'était surtout de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. C'est une super animation, vous allez voir. La tordeuse des bourgeons de l'épinette qui va affecter surtout le sapin, donc mortalité. Éventuellement, le vent va pogner là-dedans, les arbres vont tomber graduellement, on va avoir des trouées qui vont s'agrandir graduellement dans le temps. Ça va créer des ressources, on va avoir plus de lumière, on va avoir plus de végétation qui va pousser là-dedans. Puis si on a de la végétation, ben c'est aussi un gros pool de ressources de nourriture pour les herbivores qui vont venir et qui vont empêcher les arbres de pousser. Donc tout ça, évidemment, va énormément influencer les trajectoires de succession des forêts. Les herbivores vont sélectionner certaines espèces, donc peuvent empêcher certaines espèces de développer, permettre à d'autres de se développer encore mieux et tout ça. Puis en parallèle de ça, on a en plus les coupes forestières qui s'ajoutent, donc coupes partielles dans mon cas, qui vont émuler un peu les perturbations naturelles. Encore une fois, créer des ouvertures qui vont amener des ressources, de la régénération, des herbivores et tout ça. Donc un petit peu plus compliqué, puis ça c'est évidemment la version simplifiée.
Donc ça m'a un peu ouvert les yeux justement sur l'infinie complexité là, des écosystèmes forestiers qu'on étudie. Et puis ça m'a aussi beaucoup ouvert les yeux sur l'idée de, j'aurais dû le formuler autrement, mais où est-ce qu'on est le plus vulnérable en forêt quand on regarde dans une perspective de végétal? Ben, c'est au niveau de la régénération. Ça ici, c'est un exemple que je pense qui est assez parlant. Là. Une de mes expériences dans mon doc, c'est que je faisais des suivis temporels de semis individuels. Donc, j'avais des semis de tuya que je marquais individuellement pendant 2 saisons de croissance complète. J'étais allé regarder la survie, la croissance, tout ça. Puis ce qu'on voit ici, celui de droite, bon, ils sont très jeunes, hein, il n'y a même pas encore de croissance secondaire, c'est des tuyas, mais à droite, il n'y a même pas encore les genres de... En tout cas, la croissance secondaire, les écailles typiques des headsets. Là. Donc, on voit qu'à droite, il y a de la mortalité, il brunit, tout ça, et comme de fait, l'année suivante, celui-là n'était plus là. Tout ça pour dire que c'est comme forestier, comme écologiste qui intéresse à la forêt, notre objectif, c'est d'essayer d'améliorer nos forêts, de les amener dans certaines directions parfois, de faire des décisions sylvicoles pour amener nos forêts à tel endroit. Bien, tout ça, ça passe d'abord et avant tout par cette étape-là extrêmement névralgique là, de la régénération qui est très, très, très vulnérable. Vulnérable à plein de choses, là, particulièrement, par exemple, la sécheresse. On s'entend qu'un semis qui est haut comme ça n'a pas un système racinaire très profond. S'il n'y a plus d'eau, puis qu'il est dans le sable, bien, ça ne prend pas beaucoup de temps avant qu'il meure complètement. Alors qu'un arbre mature, qui a un bon système racinaire, bien, il y a plus de... Bon, déjà, il est plus capable d'aller capter de l'eau, il y a plus de mécanismes aussi pour absorber, si on veut, cette période de stress-là et tout. Donc, moi, ça m'intéresse énormément, cette petite étape-là de vie qui est très vulnérable, puis qui va considérablement influencer les trajectoires. Parce que si une espèce est éliminée dès le début, ben, elle n'est plus là. Fait que on fait une coupe, on fait une grande planification sur 50 ans, on va arriver à l'an zéro, on fait ça, on revient 5 ans plus tard, on revient 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Mais si à l'année 1, toute notre régénération meurt, ou qu'une des 3 espèces qu'on voulait mettre en valeur meurt, bien, c'est déjà tombé à l'eau. Donc, pour ça m'intéresse. Résultat de tout ça, ben, c'est que j'ai des intérêts qui sont développés pour justement les enjeux de régénération, pour particulièrement la mise en valeur d'espèces en déclin, d'espèces en fin de succession, comme le tuya, justement, des espèces qu'on a énormément de difficultés à mettre en valeur dans notre foresterie industrielle à très large échelle. Je m'intéresse aussi beaucoup au lien entre l'aménagement faunique et l'aménagement forestier. Là, depuis le début, j'ai parlé des herbivores comme étant une contrainte à l'atteinte de nos objectifs comme forestiers, mais il faut que je plaise aux biologistes dans la salle aussi. Évidemment, c'est pas juste ça. Les herbivores ont une valeur intrinsèque, là, écologiquement, on s'entend, et ont aussi une valeur économique. Si on regarde juste le cerf de Virginie, on parle d'environ 50 000 cerfs qui sont abattus chaque année à la chasse. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Donc, on est vraiment dans une dynamique très complexe là, où il y a des enjeux très opposés et difficiles à réconcilier qui s'affrontent. Et puis, bon, beaucoup d'intérêt aussi pour les interactions entre les perturbations dans un contexte en changement. Mais tout ça, ma maîtrise, mon doctorat, c'était extrêmement micro, c'était très précis. Puis, je n'étais pas tout à fait satisfait de ça. J'avais vraiment envie de changer d'échelle un peu. Puis, d'essayer d'inclure directement, justement, la lentille des changements globaux, des changements climatiques, et d'aller essayer de faire un lien vers des échelles spatiales temporelles plus larges, puis plus logiques avec les grands défis là, auxquels on est confronté présentement. Donc, c'est ce que j'ai fait au postdoc. Je reviens plus tard un peu là, justement sur mon projet de postdoc. Mais tout ça, ça m'a amené à m'insérer dans la sylviculture d'adaptation face au changement climatique, qui est la genre de... la phrase cool là, que à peu près tout le monde fait en ce moment. Donc, je ne suis pas très original à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que, donc, il y a en ce moment une grosse mouvance là, de sylviculture pour adapter les forêts face aux conditions futures. Cette stratégie-là, si on veut, il y a 3 pôles de stratégie dans la sylviculture d'adaptation qui ont un gros gradient qui va d'une réduction de l'impact des changements climatiques sur les forêts jusqu'à une adaptation de nos forêts pour qu'elles soient plus prêtes à affronter les conditions futures. Donc, ça se décline il y a 3 pôles, là, disons, résistance
Ou là, par exemple, on va aller mettre en valeur certaines espèces. Donc, si dans telle zone, on prédit qu'il va y avoir plus de sécheresse, bien, on pourrait essayer d'avoir plus d'une espèce qui est plus résistante à la sécheresse. Okay? Donc là, on aurait plus de résistance dans notre paysage forestier. Ensuite, on a la résilience. Là, c'est un autre mot fourre-tout qui est un peu, disons, coopté ces temps-ci, mais reste que, en gros, ce que ça veut dire, c'est d'essayer d'augmenter la diversité des espèces qu'on a, des structures qu'on a, pour qu'il y ait plus d'adaptabilité à nos conditions futures, puis j'y reviens un peu plus tard. Donc un exemple, c'est qu'au lieu d'avoir, par exemple, juste de mettre en valeur une espèce résistante à la sécheresse, on pourrait mettre en valeur plusieurs espèces résistantes à plusieurs perturbations différentes. Puis, à l'autre extrême de ce gradient-là, il y a aussi la transition, qui, elle, prend un peu plus pour acquis que les changements vont s'opérer, que nos forêts du futur vont être dans des conditions complètement différentes, et là, vise à assister, si on veut, la forêt à arriver dans un état dans lequel elle va pouvoir plus facilement faire face à ces conditions futures. Et puis, tout ça, c'est assez large, hein? Ça englobe à peu près tout, là, si on veut. Puis ça ne fit pas trop avec la logique forestière qu'on veut, une solution mur à mur, facile à appliquer. Changement climatique, comment on gère ça? On va faire telle coupe, à tel moment, ça va être facile. On est loin de ça. On est loin de ça, puis moi, c'est un peu ma logique, là, que dans notre contexte de changement climatique, de changements globaux, je pense qu'il faut qu'on s'éloigne de plus en plus des solutions uniformes, puis qu'on utilise un large éventail de solutions, qu'on donne plus d'autonomie puis de responsabilité aux professionnels, aux écologistes, aux forestiers, pour qu'ils puissent prendre des décisions pour aider nos forêts. Donc, là, tout ça, ici, là, on parlait de changement climatique, mais moi, ça me tanne un peu, cette formulation-là. Je la trouve vraiment pas inclusive. Et surtout, bon, changement climatique, on s'entend, là, c'est énorme, c'est super important, il faut qu'on en parle. Mais moi, j'ai toujours peur, quand on utilise le terme changement climatique, qu'on oublie plein d'autres choses qui sont aussi vraiment importantes. Parce que ça fait énormément d'ombre, on le sait. Par exemple, je regarde Marc, l'herpétofaune, on n'en parle pas nécessairement quand on parle de changement climatique. C'est pour ça que j'aime mieux parler de changements globaux, où, bon, évidemment, on va inclure les changements climatiques, mais plus largement, on va aussi parler d'autres énormes enjeux qu'on a, dont les espèces envahissantes, les nouveaux ravageurs, qui sont extrêmement difficiles à prédire, la crise de la biodiversité, fragmentation des paysages, et plus largement, les défis socio-économiques qui sont assez immenses. Donc, déjà, c'était compliqué quand on parlait juste de changement climatique. Imaginons maintenant, avec les changements globaux, comment on prépare nos forêts. On ne le sait pas trop. Mais il faut qu'on commence à se préparer. Donc ça, c'est un petit peu le préambule, ce qui m'amène à vous parler un petit peu des axes de recherche que j'ai en tête pour les prochaines années. Donc le premier, qui est assez large, c'est que je veux m'intéresser justement à quelles espèces mettre en valeur. Donc comment déterminer quelles espèces, dans quelles conditions, dans quelles circonstances, à quel moment, de quelle manière. C'est comment on choisit la bonne espèce à tel endroit. Une des choses qui m'amène à m'interroger là-dessus, là, au-delà de ce que je viens de vous présenter, c'est, par exemple, j'enseignais un cours de civiculture à l'automne. Donc, je mettais à jour mes statistiques là, pour présenter qu'est-ce qu'on plante au Québec, comment on produit nos plants, tout ça. Puis, on a comme, pour ceux qui ne le sauraient pas, on a un petit peu une obsession au Québec, au Canada aussi plus largement, là, mais je prends l'exemple du Québec. On a trois espèces ici, là, le pin gris, l'épinette noire puis l'épinette blanche. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui saurait me dire, en termes de proportion, quelle proportion des arbres plantés au Québec sont du pin gris, de l'épinette blanche et de l'épinette noire? On est très proche. On a 95 ici. Qui dit mieux? Qui dit mieux? C'est un petit peu plus bas. On est à 93% en 2023. Peut-être qu'il y a 5 ans, c'était 95, ça se peut très bien. Puis 52% uniquement pour l'épinette blanche. C'est quand même énorme, ça. Là, je fais une grosse parenthèse, là, parce que je simplifie en disant ça. Là. Il reste que, en forêt boréale, on a un pool d'espèces relativement limité. Il reste qu'en aménagement écosystémique, on a de la régénération naturelle, on a des espèces intolérantes à l'ombre qui vont revenir naturellement, du peuplier, du bouleau, des choses comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que nos forêts aménagées ne sont que l'épinette noire,
du pain gris et de l'épinette blanche. Là. Mais il reste qu'on ne plante que très peu d'espèces. Il reste aussi que c'est des espèces particulièrement l'épinette blanche qui ont été énormément améliorées. Il y a eu beaucoup de sélections qui ont été faites à travers les décennies qui ont fait en sorte qu'on a des arbres qui sont extrêmement productifs, qui ont des très belles qualités, tant au niveau de la qualité du bois, de la vitesse de croissance, certaines résistances. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'on plante ces espèces-là, loin de là. Mais j'ai une certaine peur à ce qu'on ait cette obsession-là dans une réalité où on a des gros changements qui sont prévus, on a énormément d'imprévisibilité malgré que les modèles s'améliorent toujours et tout ça. On ne sait pas ce qui va se passer, à quel endroit ou à quel moment. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on fait des plantations monospécifiques un peu partout. Donc moi, ça me chicote. Ce qui me fait vous présenter ceci, c'est tiré d'une revue systématique là, qui essaye justement de comparer les avantages et inconvénients des plantations pures et des plantations mixtes. Et ce qu'ils y observent, en gros, c'est peut-être un peu petit en fait pour que vous voyez, là, mais à gauche, on parle de la susceptibilité aux perturbations. À droite, on parle des services écosystémiques qui sont fournis par les plantations. Et ce qu'ils observent je vais prendre une gorgée. Je parle beaucoup trop vite. Ce qu'ils observent dans cette étude-là, c'est qu'en gros, les plantations monospécifiques ont tendance à être plus susceptibles à, par exemple, la sécheresse, plus susceptibles au feu, plus susceptibles aux insectes, surtout les insectes, pas les insectes généralistes, mais les insectes spécifiques à un seul autre, là. Plus susceptibles aux tempêtes, au vent, par exemple. Alors qu'une plantation mixte va avoir tendance, elle, à être moins vulnérable. Par exemple, si on prend le cas de la tordeuse des bourgeons de l'épinette, bien, si elle arrive dans un peuplement qui est uniquement composé de sapins, les dommages vont être beaucoup plus grands que si elle arrive dans un peuplement qui est composé de 4 espèces différentes à part égale, par exemple. Donc ça, la logique est assez simple à comprendre. De l'autre côté, on a les services écosystémiques. Bien, plantation monospécifique, généralement, va être capable de produire plus de bois, mais c'est pas garanti, puis c'est des choses qu'il faut qu'on regarde un peu plus, à mon avis, mais en tout cas. Et alors que les plantations mixtes, elles, généralement, bien, elles peuvent produire plus de biomasse, capter plus de carbone, généralement vont être meilleures pour la conservation de la biodiversité, vont être mieux perçues socialement, puis on s'attend que ça, c'est pas banal, vont tendance à avoir une meilleure protection des sols, à avoir une meilleure gestion de l'eau, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup d'avantages aux plantations mixtes. Reste que c'est assez compliqué de mettre en pratique des plantations mixtes, là. Les arbres ont comme tendance à ne pas pousser à la même vitesse. Donc, si on voit ça dans une perspective de récolte éventuelle, on fait une plantation, je regarde Samuel là, qui étudie l'épinette noire et le mélèze. Bien, le mélèze, il pousse pas mal plus vite que l'épinette noire. Quand on arrive au moment de la récolte, ça se peut qu'on ait un problème dans le timing de nos récoltes si les deux espèces n'arrivent pas à maturité, si on veut, au même moment. Donc, c'est plein de choses qui compliquent énormément notre aménagement, mais qu'il faut qu'on étudie davantage pour qu'on soit capable d'utiliser plus ces méthodes-là. Sinon, quand on parle de favoriser certaines espèces, ben, je reviens un peu à ce que je disais plus tôt. On pourrait simplement se dire, favorisons. Excusez, je fais la parenthèse pour dire que j'ai quelques diapos ici que j'ai prises d'une collègue, crédit à l'autrice de ces diapos. Donc, on pourrait se dire, favorisons des espèces résistantes en fonction des prévisions climatiques. T'sais, cette zone-là, le plus gros aléa prévu, c'est la sécheresse. On va mettre en valeur des espèces résistantes à la sécheresse. Mais j'en parlais, ce qui est prévu, c'est beaucoup plus de complexité de ça. C'est des multiples perturbations qui sont en interaction, qui vont changer, et donc les interactions qu'on connaît en ce moment déjà peu vont changer elles-mêmes. Donc ça veut dire encore plus d'imprévisibilité sur comment elles vont interagir. Ça veut dire des nouveaux cycles, des nouveaux régimes de perturbation, ça veut dire beaucoup d'incertitudes. Et surtout, c'est dans un contexte de changements qui sont prévus comme étant fort probablement trop rapides par rapport à nos cycles d'exploitation. Donc, on parle ici, là, on dit 30 à 80 ans, disons une plantation là, ultra
productive ici pourrait peut-être prendre 30 ans, mais dans le paysage boréal, on parle plus d'un bon 80 ans. Donc, si on se projette dans 80 ans, on est rendu en 2100. Quand on regarde les projections climatiques, l'horizon lointain, c'est 2070 à 2100. On commence à être dans de l'incertitude assez solide. Mais nos plantations, si on veut pouvoir les récolter dans 80 ans, ben, elles doivent survivre pendant 80 ans. Ça veut dire que si on utilise toujours la même méthode, ben, on met toutes nos œufs dans le même panier, on se met davantage à risque de certaines perturbations. Ouais. Donc, maintenant je fais une parenthèse qui va plaire à Alison. Les traits fonctionnels, c'est une des avenues qui m'intéresse justement pour aller essayer de déterminer quelles espèces on devrait choisir et comment les placer sur notre territoire forestier. Qu'est-ce que ça veut dire les traits fonctionnels pour ceux qui ne savent pas? Bien, en gros, c'est comment les plantes vont influencer le fonctionnement des écosystèmes et comment elles vont faire face aux perturbations. Donc, on a différents types de traits. On a des traits d'effet, comme ceux qui vont influencer la productivité primaire. Donc, par exemple, la hauteur de l'arbre, la surface foliaire, des choses comme ça. Mais ceux qui m'intéressent davantage dans le contexte, c'est les traits de réponse. Donc, comment un arbre va réagir à différentes perturbations. On a deux exemples ici qui sont assez parlants, là. Réponse à la sécheresse. Plus les racines sont profondes, plus l'arbre est capable d'aller puiser de l'eau profondément. Donc, en principe, plus il est capable de résister à une sécheresse. Plus les feuilles sont épaisses, plus il va être bon pour résister à la sécheresse également. L'exemple des feux est assez parlant aussi. Il y a une méchante différence de résistance au feu entre, je ramène le tuya, qui a une écorce de peut-être 1 mm, ou un sapin Douglas, qui a une écorce qui peut aller jusqu'à 20 cm. Là, on parle d'une bonne résistance au feu. Même chose avec la hauteur du feuillage. Si le feuillage commence à 2 mètres de haut ou si le feuillage commence à 10 mètres de haut, il y a une énorme différence sur la résistance à un feu, sur la possibilité que le feu devienne un feu de couronne. Donc, feu de surface versus feu de couronne. Donc, tout ça va dépendre des traits, des caractéristiques de nos arbres. Ce qui m'amène justement à parler de l'idée que si on augmente la diversité des traits, bien, ça augmente la résilience. Puis là, j'ai rajouté le « ray » entre parenthèses. Là. Donc ça, c'est pas Morgane, c'est moi qui ai rajouté le « ray ». Donc, ce qu'on suppose, dans le fond, c'est qu'augmenter la diversité des traits augmenterait la résilience de nos forêts. J'ai mis le « augmenterait » parce que c'est encore plutôt théorique, puis il manque encore un peu de concret là-dessus, mais il y a énormément de projets de recherche, justement, qui s'intéressent à la fois à le modéliser, puis à regarder dans des essais sylvicoles, là, concrètement, c'est quoi les effets. Mais bon, je reviens à mes moutons. Donc, il y a certaines espèces qui vont contribuer de la même façon à certains processus écosystémiques. Okay? Donc, on va parler de redondance fonctionnelle. Donc, par exemple, si on compare deux peuplements, on a le peuplement du haut, le peuplement du bas, puis on a des groupes fonctionnels, donc qui ont certaines similitudes au niveau de leurs traits fonctionnels. Ici, on a simplement séparé là, les feuillus et les résineux. Bien, le peuplement du haut, il y a seulement 2 espèces dans 2 groupes fonctionnels. Le peuplement du bas, il y a 5 espèces dans 2 groupes fonctionnels. Un groupe avec 3 espèces, un groupe avec 2 espèces. Donc, il y a de la redondance dans sa diversité fonctionnelle. Il y a la redondance fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, je reprends encore l'exemple de la sécheresse. Si on a une sécheresse qui arrive, qui va affecter très fortement, par exemple, l'épinette qu'on avait ici, on a de la mortalité. Bien, dans le cas du haut, on a la perte complète d'un groupe fonctionnel parce que l'espèce a été éliminée. Alors que dans le cas du bas, même si l'espèce est éliminée, on n'a pas eu de perte de la fonction parce qu'il y a d'autres espèces dans le peuplement qui répondaient à ces fonctions-là. Donc ça, c'est la théorie de la redondance fonctionnelle. Voilà. Donc, tout ça m'amène à... ça jette un peu les prémices là, des lignes théoriques, là, si on veut, que je veux regarder là, au niveau de cet axe-là. Puis je m'intéresse à... c'est écrit beaucoup trop petit. J'ai fait l'intelligence artificielle de PowerPoint. Des fois, c'est... Donc, en tout cas, je vais les lire. Donc, je m'intéresse à les défis de régénération dans différents contextes. À la fois régénération naturelle et plantée. J'ai parlé de régénération plantée, surtout depuis le début, mais les mêmes défis s'appliquent en régénération naturelle. Puis plantation pure ou regarnie. Donc, on peut faire, par exemple, un procédé de régénération où on aurait de la régénération naturelle, qu'elle soit préétablie ou qu'elle arrive après notre coupe. Et on peut aller ensuite
agir en faisant un regarnier, en plantant certaines espèces, particulièrement des espèces qu'on a de la difficulté à ramener naturellement ou des espèces qu'on va aller migrer, faire de la migration assistée ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un autre outil qu'on peut utiliser. Je m'intéresse surtout, j'en ai parlé, à la mise en valeur des espèces plus marginales, à des outils incluant la migration assistée, j'en ai parlé, et aussi au lien entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Donc, en gros, là, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir est-ce que, justement, des peuplements mixtes, des plantations mixtes vont être plus productives, puis comment est-ce qu'on va pouvoir les aménager de façon positive. Tout ça un peu dans l'objectif d'augmenter l'abondance d'une plus grande diversité d'espèces et d'augmenter la résilience des forêts. J'ai quelques projets qui s'enlignent à ce niveau-là, dont bon, mon projet de postdoc, prochaine diapo, on en parle plus en détail, un projet sur la régénération du tuya, je vais garder quand même mon espèce fétiche. Deux projets aussi qui sont en réflexion, là. Il y a le projet DREAM qui a déjà eu un cycle là, qui est en train de se terminer. Donc, c'est quoi? Desired Regeneration Through Assisted Migration? Il me semble que c'est ça l'acronyme, c'est ça. Ok, j'ai dit oui. Parfait. Donc, il y a une nouvelle demande de subvention qui a été faite, qui est menée par Sergio Rossi à l'UQAC. Donc, je suis impliqué dans ce projet-là. Donc, projet de migration assistée sous diverses intensités de couple. Je n'irai pas plus loin dans le détail. Un autre projet, je vois Lynn en arrière, sur lequel je me mets de la pression, il faut que je travaille dessus. Donc, une demande de subvention qu'on veut monter là, pour aller évaluer des enjeux de régénération de l'érable à sucre dans un endroit où il y a des exclos, donc pas en principe de broutement, et il n'y a pas de compétition par le hêtre, mais il reste qu'il n'y a pas de régénération d'érable à sucre. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va voir. C'est ça, donc quelques projets qui se mijotent. Quelques minutes justement sur mon plus gros projet, si on veut, qui est un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant mon postdoc. J'ai contribué beaucoup à la demande de subvention. Donc, projet mené par Christian Messier à l'UQO, à l'ISFOR, qui vient juste là, de débuter, qui vise à justement adapter les forêts face aux changements globaux, puis qui s'inscrit énormément dans tout ce que j'ai présenté là, sur la diversité fonctionnelle, la redondance fonctionnelle et tout ça. Donc, gros projet pan-canadien, là, on voit à gauche, là, c'est toutes les unités d'aménagement forestier qui sont impliquées dans le projet. Il y a plein de partenaires industriels, gouvernements, des ONG, des Premières Nations. Et c'est ça couvre à peu près l'ensemble du Canada. Et l'objectif de ce projet-là, et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que toutes ces idées-là de diversité fonctionnelle, l'objectif ici, c'est de faire une montée d'échelle, les amener à l'échelle du paysage, parce que c'est un méchant défi de faire fitter ça à une plus grande échelle. Donc, on vise à faire ça par l'idée des réseaux complexes fonctionnels, qui vont en gros essayer d'aller trouver, là, c'est ça en bas à droite, là, c'est mon réseau complexe fonctionnel simplifié. Donc, on va aller essayer d'évaluer la diversité fonctionnelle sur l'ensemble du paysage, de déterminer les connectivités, certains nœuds où on pourrait agir de façon plus efficace pour augmenter la diversité fonctionnelle et qu'éventuellement, à terme, il y ait de l'agent de diffusion, de la propagation des semences et tout ça qui se fasse et que sur l'ensemble du paysage, on augmente globalement la diversité fonctionnelle et donc, en principe, la résilience. Donc, je suis impliqué dans ce projet-là, puis c'est un très gros projet. Là, je mentionne, on va recruter énormément, pas juste moi, là, c'est une grosse équipe, en civiculture, en écologie, en modélisation. J'ai oublié de mentionner, mais il y a un gros volet social aussi dans lequel il va y avoir, je crois qu'il y a 30 personnes dans ce projet, 27 personnes dans ce projet-là au total. Il va y avoir, je pense, 7 personnes dans le volet social aussi, donc un gros volet que j'ai oublié de mentionner. En tout cas, si vous êtes intéressé, gênez-vous pas de communiquer avec moi. On va recruter prochainement. Je veux aussi maintenir mes premiers amours avec le tuya. J'en profite pour ma maîtrise. J'essayais d'imiter le cerf. Ou donc, le tuya, c'est espèce d'intérêt. Je vais toujours en parler. Très difficile à mettre en valeur. On a beaucoup de connaissances théoriques là, sur l'idée. Avant, on faisait des coupes totales. Ça ne marchait pas, mais on a recommandé ça pendant à peu près 50 ans. Là, on le sait qu'on est beaucoup mieux avec des coupes partielles, mais il reste que les données restent très limitées et puis qu'on a surtout très peu de données à long terme. Mais on est vraiment chanceux parce qu'ici, on a la DRF qui font des très beaux dispositifs de recherche à très long terme, qui ont énormément de données. Puis j'ai la chance de collaborer avec justement Patricia Raymond et Daniel Dumais là-bas, puis on est en train on va profiter du fait qu'on arrive au 10e anniversaire, à la 10e année de mesurage d'un dispositif.
puis on va essayer d'analyser tout ça. Donc, encore une fois, ici, on recrute très prochainement une personne au doctorat. Voilà. Puis, brièvement, je vous parle un peu de mon autre axe, parce que là, depuis le début, je vous parle d'un genre de petit trip là, d'écologiste là, dans ma petite bulle là, un petit peu optimiste là, où je veux créer plein de changements dans le système forestier, mais que c'est peut-être une chambre d'écho après tout. Donc, j'ai un gros intérêt pour insérer tout ça dans le contexte social dans lequel la foresterie s'insère. Donc, on est dans une situation, on a des défis socio-écologiques extrêmement complexes, on a vraiment une nécessité à ce niveau-là de collaborer dans l'interdisciplinarité. Donc, j'ai certains projets là, qui sont en création là, à ce niveau-là. J'ai été invité, il y a Jérôme, justement, Simon Morin, qui est ici, collègue, qui démarre un projet sur les aires protégées d'utilisation durable, donc qui vise à voir une autre façon de faire la conservation, à varier un peu les méthodes de conservation qu'on a au Québec. Donc, il y a certains projets, là, par exemple, un projet de maîtrise sur une sylviculture de restauration en contexte de conservation. On s'entend que si on fait de la conservation intégrale d'une forêt entièrement dégradée, on peut se questionner sur la pertinence de la conservation. C'est un sujet à débat, on s'entend, mais on peut se questionner à tout le moins. Donc, on peut aussi se questionner sur est-ce qu'on pourrait faire un aménagement forestier de restauration pour, par la suite, faire une conservation qui est peut-être plus meilleure. Mais je mets des guillemets. Tout ça est sujet à débat, mais on veut s'y intéresser. Il y a d'autres projets, par exemple, il y a aussi un recrutement pour un projet de doctorat qui vise à plus une modélisation à plus large échelle dans le contexte, encore une fois, d'aires protégées d'utilisation durable. Il y a aussi d'autres projets qui sont plus en ébullition, là, mais ça vous montre un peu des réflexions en ébullition. Pas en ébullition, pas en tout, en réflexion. Au tout début, ça commence à frétiller. Donc, sur la définition de sylviculture qui sont en phase avec les visions autochtones, donc un genre de co-création, de vision de la sylviculture qui peuvent fonctionner dans les valeurs autochtones, mais qui peuvent aussi fonctionner pour, par exemple, l'adaptation au changement climatique, changements globaux, donc en collaboration avec Jean-Michel Baudouin, ici à Laval, et un autre projet aussi dont on démarre la réflexion sur où on viserait à essayer de donner plus de flexibilité en forêt privée pour justement faire face pour l'adaptation au changement climatique. Donc, il y a des moyens relativement limités en forêt privée. Quel levier on a, quel changement on pourrait faire, tout ça. Donc, en collaboration là, avec un partenaire, en réflexion à ce niveau-là, avec Maude Flamand-Hubert, collègue ici aussi. Donc, ah oui, j'avais une animation. On recrute, si vous êtes intéressé. Donc voilà, ça fait un peu le tour, ça vous donne un petit portrait de mes intérêts et des directions dans lesquelles je m'en vais. Ça va me faire un plaisir d'en discuter. Merci. Merci beaucoup Olivier. Est-ce qu'on a des questions dans la salle, dans l'Assemblée? Des questions pour Olivier? Je me suis mis personne à dos. Non, c'est bon. Pour le moment, ça va. Pour le moment. Mais comment tu crois qu'on peut changer ça? Tu as énoncé au début de ta présentation au niveau des plantations monospécifiques. C'est quoi la solution, là? Comment on fait pour l'appliquer? On le sait, là. Ouais. On sait que ça marche mieux avec des plantations diversifiées, mais comment on l'applique? Je pense, d'abord, parenthèse pour dire que je suis vraiment meilleur pour chialer que pour donner des solutions. Mais reste que, oui, on sait que ça marche mieux, mais ça marche mieux juste pour certaines affaires. C'est beaucoup plus facile en termes de production de plants, en termes de plantation, en termes de sylviculture, d'avoir un peuplement monospécifique. C'est vraiment plus facile à gérer. C'est plus facile à prédire, c'est plus certain si on enlève les changements climatiques. Là, c'est beaucoup plus certain pour l'industrie forestière, pour le système forestier du Québec, d'avoir des plantations d'une seule espèce. Donc, on a des grosses contraintes à ce niveau-là. Puis, comment répondre sans être trop anticapitaliste? Mais non, mais je pense qu'on a des très grosses contraintes qui sont vraiment profondes. Là. Donc à mon avis, une avenue intéressante, c'est d'augmenter, j'ai fait une petite parenthèse pendant la présentation, mais d'augmenter la responsabilisation des professionnels forestiers,
qui, je pense, présentement, sont très déresponsabilisés parce que c'est centralisé au ministère sur terre publique, puis je ne suis pas en train de dire que personne n'est sur le terrain, là, mais il y a des liens avec le terrain, je caricature un peu, mais je pense que ce qu'il faut, c'est un lien clair, direct, à long terme des professionnels avec le territoire qui va leur montrer l'avantage d'essayer des choses, qui va montrer ces avantages-là. Parce qu'en ce moment, je crois que le système facilite le statu quo. C'est dur comme question. C'est difficile, mais c'est pas facile le changement. Pas facile le changement. D'autres questions de la salle? C'est pour ça qu'il faut faire les liens aussi avec les sciences sociales, avec des théories de la transition, des choses comme ça. Donc il y a plein des gros défis. Oui. Merci, super intéressant, Guy. Tu nous dis, on ne peut pas savoir dans 30-80 ans ce qui va se passer, donc on était venu d'essayer de diversifier les fonctions, etc. Je me demandais si tu avais entendu parler, puis si tu avais cet intérêt-là de regarder un peu plus, plutôt que d'attendre 30 et 80 ans, de même voir si cette diversité-là qu'on a gardée a fonctionné, mais de faire des évaluations à court terme, c'est ce que les gens appellent le budgeting, du near-term forecasting, de regarder un peu ce qui se passe à court terme pour finalement réévaluer à chaque étape là, si on n'a pas fait un mauvais pas, puis réaligner finalement ce qu'on faisait plutôt que d'attendre en 80 ans. Je voyais ta question venir. C'est une très bonne question, je la trouve très pertinente. Puis d'ailleurs, j'avais même mis ça dans ma présentation quand j'ai postulé pour le poste. Mais, donc oui, je pense qu'il y a énormément d'intérêt à ce niveau-là. À court terme maintenant, je sais pas, mais je pense que c'est oui une avenue vraiment intéressante où on peut s'ajuster plus au fur et à mesure au lieu de juste regarder dans le très passé puis dans le très lointain futur. Donc oui, je pense que c'est une avenue de recherche très intéressante. D'ailleurs, Sandra s'intéresse à ça. D'autres questions? Oui. Guy, merci pour ta présentation. Très intéressant. Vous avez le goût de jeune à nouveau dans la présentation. Quand tu nous parles de résilience, évidemment, tu nous parles beaucoup justement de diversité interspécifique et tu as bien montré justement le fait que les espèces différentes peuvent avoir des traits très différents. Mais est-ce que, selon toi, est-ce qu'il existe, par exemple, au Québec ou en Amérique du Nord, certaines essences au sein desquelles il y a tellement de variabilité et de plasticité génétique où on pourrait envisager des situations où l'amélioration génétique pourrait être un outil parmi d'autres, mais qui permettrait d'assurer une certaine résilience dans des cas où on pourrait avoir des plantations même monospécifiques avec une grande variété. Déjà intraspécifique. Oui, merci d'amener ça parce qu'en effet, j'ai pas du tout touché ça dans la présentation. Je suis très loin d'être bon dans ces questions-là. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a en effet, déjà, on peut pas juste regarder les espèces comme un bloc monolithique. Il y a des espèces dans lesquelles il y a peu de variations génétiques. Il y en a d'autres qui ont énormément de variations génétiques. Puis c'est quand même très bien documenté. Puis d'ailleurs, je suis un peu... moi-même, je critique ça, puis j'en ai été coupable là dans ma présentation, mais il manque beaucoup de liens, à mon avis, dans tous ces efforts-là de sylviculture d'adaptation avec justement les gens qui ont des connaissances sur la génomique, les variabilités génétiques et tout ça. Mais pour répondre plus clairement à la question, oui, il y a des espèces qui pourraient, je crois, permettre ça. Je ne veux pas trop m'avancer sur lesquelles, mais je sais qu'il y en a certaines, je ne sais pas si c'est causé par les variations génétiques, mais par exemple, je sais que l'érable rouge est considéré comme une espèce qui serait un grand gagnant des changements climatiques, mais est-ce que c'est une espèce qu'on peut mettre de l'avant? Non pas parce qu'elle est résistante à telle perturbation, mais bien parce qu'elle est un peu gagnant sur plein d'aspects différents. Je ne sais pas si cette espèce-là en particulier, c'est à cause de la génétique, mais oui, c'est un aspect très important. Oui, Sylvain? Côté sciences sociales, j'adore ce que tu nous promets, ou du moins sur ce que tu proposes. Mais dans le contexte des changements globaux, à l'heure actuelle, on voit beaucoup de la part du public des réactions, parfois très justifiées, sur des changements et des décisions prises à l'échelle politique. Juste pour nommer Norfolk ou l'abattage des cerfs à Longueuil. Ouais. L'action du public vers une éventuelle sylviculture d'adaptation
est-ce que tu n'as pas peur que ça soit, oui, un bel outil, mais en même temps une belle façon de tirer dans le pied ou de tirer dans le pied d'une éventuelle sylviculture, parce qu'au final, on n'arrivera jamais vraiment à convaincre le public comme partie prenante, parce que c'est trop large, on ne sera jamais capable de faire. C'est extrêmement complexe, puis je suis aucunement chercheur en sciences sociales. Je sais qu'il y a des gens comme Philippe qui pourraient déjà mieux répondre que moi. Ils s'intéressent aux aspects sociaux de la migration assistée. Mais oui, c'est pour ça que j'essaie de faire des liens pour que les autres puissent répondre pour moi. Non, mais c'est un gros défi. Je pense que, par contre, je pense que le plus gros problème, là, c'est qu'en ce moment, il y a énormément de recherches qui se fait sur l'adaptation face aux changements globaux, mais qui se fait, justement, j'ai parlé de chambre d'écho, là, ça se fait dans notre gang d'écologistes, puis de sylviculteurs, puis de forestiers. Il faut absolument qu'il y ait un lien dès le début qui se fasse avec la population pour que ça marche. On ne peut pas arriver dans 10 ans à dire « on a trouvé la solution, c'est ça qu'on va faire ». Si ça arrive comme ça, puis que les gens, ça surprend les gens, ils ne sont pas d'accord, ils ont une réaction instinctive. Par exemple, la migration assistée, c'est un exemple parfait. Là. La réaction instinctive d'à peu près tout le monde, c'est de dire « wow, minute, tu as un complexe de Dieu, calme-toi ». Je pense que c'est la réaction instinctive, là, mais c'est vraiment plus complexe que ça. Donc, à mon avis, l'essentiel, c'est dès le début d'intégrer des démarches sociales dans le plus de projets possible. Fait que j'ai pas vraiment répondu, mais bonne question. Une question pour Olivier. Oui, ici. En fait, je voudrais revenir sur deux des questions. La question de Marc, en fait, là, où je me doute que la partie diversité puis la partie plantation mono-spécifique, c'est surtout une question socio-économique ou une question économique, clairement, ça coûte plus cher. Et l'autre question devant sur la variabilité génétique. Est-ce que dans les plantations actuelles, on prend en compte, je vais appeler ça l'adaptation locale, c'est la même chose un peu pour les plantes, de telle sorte qu'on dit, OK, si on veut faire de la modélisation qu'à cette latitude-là, dans 30 ans, dans 40 ans, les conditions climatiques devraient être de telle sorte, de prendre des espèces qui sont dans ces conditions-là maintenant pour faire pour les mettre en pépinière et planter ça. Ou si on regarde le même modèle avec un genre de variant P2-4C qui marche depuis 30 ans, puis c'est lui qu'on plante partout, peu importe. Mais je ne veux pas te répondre ultra précisément, mais ce que je sais, c'est que déjà, surtout pour, par exemple, si on prend l'épinette blanche, là, ça fait littéralement, là, attends, combien? Ça fait au-dessus de 40 ans là, qu'on fait de l'amélioration génétique sur l'épinette blanche. Puis c'est pas une épinette blanche, c'est pas un clone d'épinette blanche. Il y a plusieurs lignées, il y a plusieurs différentes provenances, différentes... Donc il y a de la variation génétique dans la production industrielle là, c'est bon, je vois des hochements de tête de Nelson, c'est bon. Donc il y a de la variation génétique là-dedans, puis on utilise cette variation-là génétique. Le problème, c'est à mon avis, on ne sait pas exactement comment l'utiliser, parce que là, si je peux me dire, bon, maintenant, si je plante dans tel UA, ben, je devrais planter tel stock, parce qu'en ce moment, ça devrait être surtout ces 3-4 lignées-là qui sont les plus optimisées. Sauf que, après ça, quelle trajectoire climatique on va prendre, quelle perturbation il va y avoir, là, on tombe dans l'incertitude. Fait que, c'est ça, c'est là que, je sais pas exactement comment ils s'y prennent, rendu là. Je sais qu'ils ne plantent pas un seul clone, ils essayent de tenir compte de la variabilité. Il faut aussi noter que dans le contexte d'aménagement écosystémique, et là j'ai parlé de plantation, mais il y a beaucoup de régénération naturelle aussi. Donc il y a quand même place à la diversité génétique. Beaucoup moins après coupe totale où on fait de la plantation par contre. Donc je réponds moyennement à ta question. Il va pouvoir ajouter des détails. Je mets de la pression sur les autres. En fait, je comprends que il y a de la régénération locale, naturelle, tout ça, mais elle ne sera peut-être pas bien adaptée à ce qui va se passer dans 50 ans. Ce que j'essaie de voir, c'est est-ce qu'on a la vision d'aller vers comment ça va changer, puis essayer de forcer ça, en guillemets, au moins pour une partie. Oui, bien, une partie de ça, c'est on peut le faire par la plantation avec les programmes d'amélioration génétique, puis c'est une des choses qu'ils ont dans leur ligne de mire. Je ne peux pas parler plus en détail, mais il y a aussi, faut se dire aussi que notre capacité d'agir sur la forêt est limitée.
sais, j'ai parlé des... On plante, j'ai pas nommé le chiffre, les 93% là, des pinettes blanches, pinettes noires, bien ça, c'est sur 140 millions d'arbres plantés par année à peu près. Puis ça, c'est à peu près le tiers des superficies coupées. Ça veut dire qu'il y a le 2 tiers où c'est de la régénération naturelle. Fait qu'on peut pas, c'est dur de s'imaginer, là, dans un monde où on n'a pas été capable de planter 2 milliards d'arbres au Canada, qu'on va être capable d'agir directement sur toutes les superficies coupées. Donc, il faut aussi que cette diversification-là, puis que cette aide qu'on peut peut-être donner aux forêts pour s'adapter, il faut qu'elle passe aussi par la régénération naturelle. Puis par, moi ma vision, c'est qu'en diversifiant nos approches d'aménagement, on diversifie on diversifie les termes génétiques, moi. On diversifie on permet à, mettons là, c'est quoi, phénotype? Attends une minute. Je ne vais pas me lancer dans ces mots-là. Il y a de la variété. OK. Dans une même espèce, il y a une gradation de tolérance à l'ombre, mettons. Bien, en fonction des traitements ciblés qu'on va faire, ça va peut-être pouvoir faire de la sélection pour certaines tolérances à l'ombre. Donc, c'est la même chose pour tous les traits. Il y a énormément de variations intraspécifiques. Donc, avec une variété de différents traitements qu'on applique dans nos forêts, on peut mettre en valeur une plus grande diversité de cette variété-là dans les traits. Donc, mais c'est une très bonne question que tu soulignes, puis il reste qu'au final, la majorité de la superficie forestière du Québec, du Canada, du monde va être un peu laissée à elle-même dans son adaptation, là, à mon avis, en termes de réalisme. Ouais. D'autres questions? Si n'y a pas d'autres questions, ça va être terminé. Merci encore. Merci Olivier. C'est ça. Je suis comme un poisson, je m'évade un peu des questions. Oui, on va se revoir bientôt pour une autre conférence. C'est quelle date? 18 février? 26 mars. OK, 26 mars. Vous avez le temps de vous en remettre d'aujourd'hui, puis n'hésitez pas à venir nous voir. Ça nous fera plaisir de vous accueillir à nouveau. Bon après-midi. Merci.